Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est un petit peu traditionnelle en période de mercato. Vous le savez, on est attaché à la Ligue 1, on a envie de la valoriser, mais avant tout, on a envie d'un autre modèle pour le PSG que celui des Sud-Américains qui sont surpayés en matière de transfert tous les mois avec les salaires, qui boivent du maté toute la journée, qui préfèrent aller en sélection nationale après 5 semaines de convalescence, qui vont louper un match de Coupe de France à la fin janvier pour justement aller jouer avec ces sélections nationales des matchs sans enjeu parce qu'ils sont qualifiés d'ores et déjà pour la Coupe du Monde 2022. Bref, on en a un petit peu marre de tout ça. J'ai grossi le truc, évidemment. C'est assez caricatural. Tout ça pour dire qu'un modèle un petit peu à la Bayern Munich ne serait pas de refus pour le PSG. Une politique comme ça n'est pas du tout inenvisageable. Et aujourd'hui, il y a un profil, un joueur en Ligue 1 qu'on va exposer dans cette vidéo qui le permettrait. Alors d'abord, le modèle à la Bayern Munich, c'est quoi? C'est évidemment aller piocher dans le championnat national pour valoriser les clubs, d'abord pour faire rayonner les joueurs qu'ils ont formés ou du moins qu'ils ont mis en lumière, pour ensuite faire circuler des fonds sur ton marché national. C'est quelque chose de tout aussi important évidemment. Tu as une puissance financière, tu files des millions à un club français, c'est toujours mieux que les filer à un club italien ou à un club espagnol. Évidemment, je pense que là-dessus on sera un petit peu tous d'accord. Et puis après, bien sûr, il ne faut pas occulter les exigences d'un grand club qui joue la Ligue des Champions, à savoir recruter des joueurs de talent et qui auront les épaules, bien sûr, tactiques en termes de prestige et évidemment psychologique pour jouer dans ce groupe, dans cette équipe qu'est le PSG. La réalité, c'est qu'en Ligue 1, ce lien entre exigence et les joueurs, on peine à l'établir en fait. On a l'impression que les joueurs, ils vont pas apporter quelque chose en plus à l'effectif du PSG parce qu'il y a ce cliché autour de la Ligue 1 et tout ça. Bref, on va essayer de passer un petit peu au-dessus de tout ça. Et puis tout à l'heure, je vous parlais d'exigence en matière de mercato. Je commencerai par là. Parce que les gens, quand ça parle de Ligue 1, recruter en Ligue 1, il y a pas mal de supporters qui prennent leurs grands chevaux et qui disent « Ah non, 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 ils vont rien apporter, ils connaissent pas les Coupes d'Europe et tout ça, ça sert à rien de prendre le risque, on est le PSG, franchement, il faut faire des gros recrutements. » Bon, cet été, c'est vrai qu'on a fait un beau mercato, très prestigieux, je vous l'accorde, je pense qu'on pouvait pas faire mieux dans la matière, mais dans tous les cas, l'exigence, pardonnez-moi, mais c'est pas ce qui caractérise les derniers mercatos du PSG, hein. La fameuse phrase, là, l'expression « mercato d'opportunité », ça occulte complètement l'exigence qu'il y a autour. Et le retour de Leonardo, d'ailleurs, hein, son image un petit peu sacralisée depuis qu'il est revenu en 2019, ça ne fait qu'augmenter cette tendance que je vous énonce et que j'essaye de dénoncer. Bref, on va se spécialiser sur un domaine, le milieu de terrain. Vous le savez tous, au PSG, c'est le bordel. On l'a vu en Coupe de France dans des matchs de merde contre des équipes d'amateurs, hein, tout simplement, contre des mecs qui le lendemain allaient travailler à la boulangerie et tout ça. Pas de prétention, rien. Juste pour signaler que entre des professionnels que sont Ander Herrera, Wijnaldum ou Danilo Pereira et des amateurs, il n'y avait pas un fossé énorme en fait. En cause, évidemment, la nullité de nos joueurs, et pire encore, entre les Herrera, les Danilo et tout ça qui ont un temps de jeu énorme par rapport à leur talent et à leur niveau, on a vu que les jeunes apportent beaucoup plus. Rien qu'en termes, évidemment, de combativité, d'engagement, et encore plus en termes de technique. Parce que ce qu'on reproche à nos milieux de terrain, les nullards en gros, les jeunes sont capables de le faire. Progresser le ballon, bien contrôler, orienter le jeu, lever la tête, voilà, faire un petit peu, mettre de la fluidité dans les circuits de balle, créer des occasions. Ils s'en créent. Alors, on a Wijnaldum, lui, bon, on va pas revenir dessus, franchement, on sait tous que le problème est très très compliqué, il a encore mal démarré son année 2022, il est vieux, hein, il a commencé à 16 ans et demi, je ne cesserai de le répéter, bon, maintenant ça vaut plus trop, hein, c'est quelque chose qui valait un petit peu en septembre au début, parce que je disais, il en a quand même dans les pattes, hein, des matchs en professionnel, donc il faut attendre un petit peu, peut-être une montée en puissance due à l'âge. Bon, au final, la montée en puissance, elle n'est pas du tout là, hein, même d'un point de vue physique en fait, d'un point de vue technique, bon, il est pas bon. En plus, je pense que le point névralgique, c'est qu'il est passé de l'équipe la mieux organisée d'Europe à la moins organisée d'Europe. Là, je pense qu'on a à peu près tout dit pour le cas Wijnaldum, et en plus, en fait, les qualités qu'il avait à Liverpool, il les montre même pas chez nous. Avec le haut de son corps, il n'arrive pas à protéger ses ballons, il en perd, il est assez mou globalement, et ça m'inquiète vraiment.
Ander Herrera, alors lui, il est bon à chaque fois en préparation et au mois de septembre. Sinon, terminé. Dès que tu fêtes l'automne, faut plus compter sur lui, Ander Herrera. C'est passe latérale sur passe latérale, perte de balle. Quand il se retrouve dans le dernier tiers du terrain, il panique. Quand il est à la relance, il panique comme s'il était sous pression alors qu'il y a absolument personne. Des fois, ça donne des scènes qui sont assez drôles. Idrissa Gueye, c'est un petit peu un intermittent, un joueur cyclique. Dès qu'il a une référence, il arrive derrière, évidemment, à tenir le rythme. Mais ça dure 15 jours, 3 semaines. Après, il y a soit une petite blessure, soit une baisse de régime. En ce moment, c'est un petit peu brouillon sur les 2 derniers mois, même si c'est pas le plus nul, évidemment, on va pas le mettre en cause dans cette vidéo. Et puis enfin, il y a Danilo Pereira. Mais alors lui, on peut vraiment pas lui en vouloir. Recruter 16 millions d'euros plus 4 du prêt payant, il coûte pas cher, ça c'est son avantage. Je crois qu'il coûte même pas 2 millions d'euros en salaire par an, c'est vraiment pas beaucoup. Mais franchement, voilà, déjà la trentaine passée, c'est peut-être un profil atypique, mais c'est pas un joueur qui a niveau pour le PSG tout simplement, même s'il est gentil, même si il est souriant et tout ça. Désolé, il a rien à faire dans cette équipe du PSG. Donc voilà un petit peu les problèmes. Alors, en parallèle à tous ces problèmes de niveau, aussi de régularité, parce que tous ces milieux-là, à part Danilo, ils ont montré qu'ils étaient capables d'avoir un bon niveau. Herrera, match contre City, il est plutôt pas mal au match aller. Gueye, il a quand même pas mal de références au PSG, plus que le match contre le Real Madrid. La saison dernière, la double confrontation contre le Bayern, incroyable, extraordinaire joueur. Paredes, alors lui, on va même pas en parler en début de vidéo quand je disais celui qui préfère, après 5 semaines de convalescence, aller en sélection, évidemment je faisais référence à lui. Bref, 50 millions d'euros, je rappelle quand même, ultra surpayé, sans compter tous les copains qu'Antero Henrique à l'époque avait un petit peu arrosé dans ce dossier, et puis le salaire, 8 millions d'euros par an, et ça passe toujours au travers du filet, je sais pas pourquoi, il n'est pas vraiment critiqué, pas tant que ça. Leandro Paredes, alors que c'est un profil très atypique, tu peines à créer des complémentarités avec les joueurs à côté de lui, c'est quelqu'un qui est statique, parfois il est tout simplement attentiste sur les phases de contre-pressing, et justement je comprends pas qu'on ne soit pas plus exigeant avec lui, parce que 50 millions d'euros quand même, voilà, ou tout simplement qu'il n'y ait pas plus de gens qui soient en faveur de son départ, parce qu'au milieu de terrain, la réalité, c'est que c'est le seul sur qui tu peux faire de l'argent. Bon bah voilà, s'il faut évidemment en dégager, si c'est le seul que tu réussis à faire dégager déjà, parce que les autres, c'est pas une question de faire de l'argent, c'est surtout de les dégager, trouver des intéressés. Lui, il en a des intéressés. Il y a l'Inter Milan de longue date, il y a la Juventus et tout ça. Bref, il y a moyen de le refourguer et en plus de faire quelques millions sur lui. Si derrière, tu peux faire un bon qualitatif, mais franchement, on fonce quoi sur Paredes, on fonce. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'avec l'arrivée de Messi et tout ça, il a pris un petit peu un poids politique dans le club, qui fait que maintenant ça va entrer en ligne de mire. Alors qu'avant, bon bah voilà, ça avait beau être un Argentin, le garde du corps de Neymar, bon, le virer n'aurait pas posé de problème. Là, il a un poids politique en plus. Bref, voilà un petit peu l'état des lieux pour les milieux de terrain, et comme je disais en parallèle, il y a l'ultra-dépendance à Marco Verratti. Lui aussi, c'est à la fois un problème et la solution de notre milieu de terrain. Problème parce qu'il est irrégulier, voilà, là, il joue la moitié des matchs, voire parfois moins, tout simplement. Quand il est là, bah, il revalorise toute l'équipe entière. 2, il revalorise tous ses coéquipiers autour de lui au milieu de terrain, voilà. Et puis 3, il donne du plaisir aux supporters en fait. Il y a aussi la notion de plaisir qui est à prendre en compte au PSG, parce qu'aujourd'hui, les résultats suivent. Mais pourquoi les supporters grognent? Parce que évidemment, la notion de plaisir, elle n'est pas du tout remplie en fait pour eux. Et Marco Verratti, voilà, c'est ce genre de joueur fantaisiste, pas trop, fantaisiste, mais utile tout simplement. Et puis on va pas faire l'inventaire de toutes ses qualités au petit Marco, évidemment qu'il est extraordinaire et qu'on l'adore ici, Marco Verratti, mais d'un autre côté, je le répète, il faut de l'exigence, au milieu de terrain, de la classe mondiale, et des joueurs capables de suppléer Marco Verratti quand il n'est pas là. Très important. Donc, la classe mondiale, dans cette vidéo, je ne pense pas que ce soit le profil sans faire offense, je pense que vous l'avez compris, on va parler de Seko Fofana, milieu du RC Lens, qui a 26 ans, 27 en mai, qui est estimé à 18 millions d'euros par Transfermarkt et qui est tout simplement exceptionnel. D'ailleurs, pour ceux qui regardent que les matchs du PSG, vous pouvez avoir un ordre d'idée sur lui qui est très idéaliste, parce que son match contre nous était tout simplement extraordinaire début décembre. Encore hier soir contre Lille en Coupe de France, il a sorti une masterclass, voilà, il marque le penalty qualificatif pour Lens et il met un doublé alors qu'ils sont menés 0-2. Bref, le but du 2-2 dans les arrêts de jeu, exceptionnel. Tout ça en étant milieu de terrain. Voilà, tout ça en étant milieu de terrain. Donc,
il a 26 ans. Ça permettrait de rajeunir l'effectif. Et pour ceux qui me diraient « Ouais, non, je préférerais signer un Tchouaméni en Ligue 1 », attention, je tiens à signaler que tout ça est indépendant d'Aurélien Tchouaméni. Je ferai peut-être une vidéo sur lui prochainement, mais c'est quelqu'un qui évolue plus bas sur le terrain. Donc, signer les deux, c'est parfaitement possible. Les deux ne sont pas liés en termes de profil, bien évidemment. Voilà. Donc, pour ce qui est de Seko Fofana, c'est un milieu de terrain très box-to-box. Voilà, c'est le milieu moderne par excellence. Et je vous disais, un des problèmes du PSG aujourd'hui, c'est que le milieu de terrain peine un petit peu à faire le lien entre le milieu et l'attaque sur les phases de relance. Alors Seko Fofana, il comble tout ça. D'abord parce que techniquement il est bon. On sait tous qu'au PSG, il y a un déficit technique chez les milieux de terrain qui fait qu'ils n'ont pas confiance, qu'ils font des passes latérales ou tout simplement qu'ils loupent tout ce qu'ils entreprennent. Se référer à Danilo. Et deux, il y a aussi un déficit de mouvement. Alors ça c'est particulier, parce que c'est censé être des travailleurs de l'ombre, mais les mouvements, quand il y en a, ils sont parfois pas très efficaces, et parfois il y en a tout simplement pas. Il y a de l'attentisme, tout simplement, je crois contre Bruges, Gay qui marche quand il reçoit le ballon, voilà, Verratti parfois aussi un petit peu attentiste, tiens il arrête, le but de Seko Fofana, tiens contre nous, début décembre, je crois que c'est Marco Verratti qui s'arrête sur l'action comme ça. Bon, on ne sait pas trop pourquoi. Donc, Seko Fofana est très actif. En 1 contre 1, il fait la différence. Ça, c'est aussi quelque chose. Je l'énonçais hier dans ma vidéo sur les jeunes. Je disais, il faut des joueurs qui, dans les 1 contre 1, prennent des risques, sont capables d'éliminer des joueurs. Parce qu'aujourd'hui, les Nuno Mendes, les jeunes, nos milieux de terrain ne le font pas. Aujourd'hui, il y a trop peu de joueurs qui le font. Messi, Mbappé, Marco Verratti. Sinon, plus grand monde. Di Maria, des fois, c'est assez rare. C'est devenu plus rare qu'avant pour Di Maria. Et puis Neymar, Neymar, il joue tellement bas qu'aujourd'hui, il est plus dans des situations en fait assez haut sur la ligne médiane de 1 contre 1. Et puis quand il y est, oui, il passe pas. C'est la réalité. On espère qu'il va revenir de blessure dans de bonnes conditions et qu'il sera prêt pour le Real Madrid. Donc voilà. Seko Fofana est capable de faire ces différences en 1 contre 1. Il a le bagage technique. Dans les transitions offensives, il est ultra important pour le RC Lens et il le serait tout autant pour le PSG. D'abord parce qu'il est capable de conduire le ballon sur de grands espaces évidemment. Voilà. Il est capable aussi d'aller fixer les défenses centrales. Évidemment, un joueur, le fixer pour passer au meilleur des moments. Il sait très bien passer. Je long, je cours, il maîtrise parfaitement. Timing, pareil, on sait que c'est très important. Aussi scanner pour prendre l'information, il lève tout le temps la tête. Ses conduites de balle sont très intéressantes sur les longues chevauchées parce qu'il prend le temps de scanner le terrain, toujours avoir l'information sur ses partenaires, pour justement aller fixer et passer au meilleur des moments. Celui qui optimise et la position pour ton coéquipier, l'espace créé par l'adversaire et optimise un petit peu la désorganisation, l'inconfort chez les défenseurs en termes de position et d'orientation du corps. Bien évidemment, pour Seko Fofana, il le fait donc par la fixation. Il est aussi capable de le faire par le dribble, comme je l'ai dit. Donc voilà, c'est un bon fixateur. Il est capable aussi de tenir le ballon, évidemment, briser les lignes par la passe, par ses courses aussi, ça c'est super important. C'est quelqu'un qui tient le ballon. Au PSG, au milieu de terrain, personne ne le tient. Tout le monde veut un petit peu s'en débarrasser quand on l'a. Et Marco Verratti, on sait tous que, oui, il peut le tenir, mais sous pression, bas sur le terrain. Lui est vraiment très vertical. Et dans le dernier tiers du terrain, 1, il touche beaucoup de ballons. 2, il a de la personnalité. 3, dans le dernier geste, il est très très bon. À la récupération, il est capable de chercher les espaces libres. Sur les phases de relance, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, qui est hyper actif, qui a un super volume de jeu et un bon volume de course. Donc ça, évidemment, c'est très important. On sait tous qu'au PSG, on est scandalisé par les phases où personne ne bouge quand le porteur cherche une solution pour passer. Donc, évidemment, il n'y a plus de dynamisme, il n'y a plus de fluidité et donc pas d'intensité. Voilà. Et aussi, en parallèle, on ne profite pas du coup de la désorganisation de l'adversaire puisque tout le monde s'en fout quand on récupère le ballon ou quand on est en train de relancer. Il est très puissant, il est très solide sur ses appuis, le haut de son corps très bon, c'est un bon récupérateur de balle, je crois qu'il fait 1m85, donc évidemment c'est un grand. Dans les airs, il arrive évidemment à avoir le timing, la lecture du jeu et l'appréhension. Il est aussi très bon pour faire progresser le jeu. Là, juste avant, je développais ses qualités de conduite de balle et plus haut sur le terrain, mais il est aussi capable de jeu long, évidemment, de casser les lignes, évidemment, et ses taux de passe progressive, je ne les ai pas, mais ils sont très, très intéressants. Et il est, dans le même temps, capable de résister au pressing. Voilà un petit peu la présentation, le profil de Seko Fofana assez rapidement, et franchement, les gars, je ne l'idéalise pas. Toutes ces qualités, il les a.
et je suis sûr qu'elle sublimerait un petit peu ce PSG. Maintenant, se posent d'autres questions. Bien évidemment, le tarif PSG en Ligue 1. Tout à l'heure, je vous disais, le PSG doit recruter en Ligue 1, mais de l'autre côté, oui, c'est vrai, cet argument, on l'entend parfaitement. Hein, il y a un tarif PSG, toujours qui est de 10 ou 20 millions d'euros que celui qui sera fixé pour des clubs étrangers. Pas de problème, à voir si le RC Lens l'appliquera. On sait que par le passé, on a de quoi se solidifier un petit peu dans les négociations par de l'expérience. Kalimundo, hein, on leur a quand même filé 1,5 million pour le faire revenir de prêt la saison dernière, pour au final leur renvoyer en prêt cette saison. Donc voilà, en plus c'est un bon joueur. Ils sont contents de Kalimundo, donc c'est évidemment un argument un petit peu solide dans les négociations. Ensuite, c'est vrai, qu'il va avoir 27 ans pour cet hiver. Alors, je parle parce qu'on est en mercato, mais pour cet hiver, évidemment, je ne vois pas le RC Lens se séparer de son meilleur élément. Hein, c'est très clairement le meilleur de l'équipe. Voilà. Donc, bon, compliqué de voir Hez se séparer de son joueur. Donc c'est plus pour cet été. De l'autre côté, cet hiver, le PSG ne devrait pas être très actif. Donc voilà, ça c'est un bon point. Et après, bon, c'est vrai qu'il a 26 ans, toujours pas joué de vraies compétitions européennes, pas forcément d'expérience. Et bien sûr, il a aussi, s'il a 26 ans, il y en a qui seront tentés de dire évidemment, s'il n'a toujours pas percé dans un grand club, c'est qu'il y a une raison tout simplement, qu'il n'a pas le niveau pour les grands clubs et qu'en le signant au PSG, on s'en rendra compte. Écoutez, j'ai envie un petit peu de contredire ces tendances en vous disant, le mercato, c'est aussi savoir prendre des risques. Là, évidemment, avec Seko Fofana, tu as des qualités qui correspondent parfaitement avec les défauts et les manques du PSG. Même si, évidemment, après l'avoir recruté, dans cette hypothèse, il faudrait recruter bon, déjà il faut dégraisser, avant même de le recruter, parce que ça commencerait à tourner au ridicule. Ensuite, il faut de la classe mondiale. Ça, c'est obligatoire d'avoir de la classe mondiale. Là, en fait, je fais une vidéo sur Seko Fofana, mais vraiment, je recrute Seko Fofana dans le cas où à côté, tu recrutes aussi de la classe mondiale et dans l'idéal, un milieu défensif. Tchouaméni, quoi. Je finirai cette vidéo sur Tchouaméni. J'en finis beaucoup des vidéos sur Tchouaméni. Il est temps que je fasse une vidéo entière sur lui, évidemment. Ce petit crack, évidemment. Milieu défensif extraordinaire. Tchouaméni, et qu'il a d'ailleurs déjà montré en équipe de France en plus de l'AS Monaco. Très bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très prochainement pour une future vidéo si l'actualité et les informations le permettent. Ciao les amis.